La Terre regorge de ressources naturelles. Certaines sont très prisées, d'autres beaucoup moins. Et chaque jour, nous sommes plus nombreux à partager ces richesses. Mais notre planète, elle, ne s'agrandit pas. Quand on consulte les spécialistes de toutes disciplines, de tout pays, pour faire un état des lieux de notre planète, on se rend compte que le changement dépasse largement le cadre climatique. De plus en plus, les richesses de la Terre sont transformées en biens marchands. Certains se taillent la part du lion, d'autres possèdent de moins en moins. Vers quel monde ce processus nous conduira-t-il ? L'île de Pâques est l'un des meilleurs exemples de l'autodestruction d'une société. C'est la terre habitable la plus isolée du monde. Une petite île située à près de 4000 km à l'ouest du littoral chilien. Elle a été colonisée par des Polynésiens vers 800 après Jésus-Christ. Et elle est connue pour ses immenses mégalithes, pouvant peser jusqu'à 80 tonnes, érigés par les insulaires, avant d'être mis à bas. Pendant longtemps, on s'est demandé comment ils avaient pu construire ces statues sans technologie, sur une île sans arbres et sans rien pour faire des cordes, et pourquoi ils les avaient abattues. Ces dernières décennies, des études archéologiques ont fourni la clé du mystère. Il se trouve qu'à l'arrivée des Polynésiens sur l'île de Pâques, elle n'était pas exclusivement couverte de prairies comme aujourd'hui. Il y avait des forêts et notamment les plus grands palmiers du monde. C'est alors que les habitants se sont mis à abattre les arbres pour les raisons habituelles. Dégager des terres cultivables, construire des maisons, transporter des statues, fabriquer des pirogues, faire du feu, etc. Ils ont continué ainsi jusqu'à ce que, vers 1600 après Jésus-Christ, ils coupent le dernier arbre de l'île. À ce moment-là, ils n'avaient plus de bois ni de cordes pour ériger leurs statues. La forêt n'était plus là pour empêcher l'érosion du sol, et ils ne pouvaient plus aller en mer pour pêcher du thon. La société de l'île de Pâques s'est donc retrouvée déchirée par des guerres sans fin entre différents clans qui détruisaient les statues de leurs ennemis. Maintenant qu'ils n'avaient plus de pirogues de pêche, les seuls gros animaux dont ils pouvaient se nourrir étaient les humains et leur société a sombré dans le cannibalisme. À l'époque, parmi les habitants de l'île de Pâques, la pire insulte était « La chair de ta mère est coincée entre mes dents ». La métaphore est explicite. L'île de Pâques était isolée au milieu de l'océan Pacifique. Après avoir semé le chaos et détruit leur environnement, ses habitants n'avaient aucune solution de repli. Ils n'avaient nulle part où aller et aucun ami à appeler à la rescousse. De la même manière, si nous détruisons la planète Terre, elle-même isolée dans l'espace, nous n'avons aucune autre planète qui pourrait nous venir en aide et aucune autre galaxie où trouver refuge. L'effondrement de la société de l'île de Pâques est la métaphore de ce qui attend peut-être la société terrestre. Nous sommes en train d'épuiser les ressources mondiales.
Notre rythme de consommation n'est pas durable. Cela ne peut pas continuer ainsi plus de quelques décennies. Il faut craindre une pénurie des ressources. Les céréales, le pétrole, l'eau, les forêts et le bois. Et la liste est longue. Jamais auparavant, pour beaucoup de produits de base, nous n'avons été confrontés à une pénurie mondiale à long terme. Bien sûr, il y a eu des problèmes d'approvisionnement ponctuels, mais jamais de façon systémique. Ce serait bien de pouvoir revenir en arrière pour avoir plus de temps. Avec la nature, c'est impossible. Sur la planète, nous avons environ 11,5 milliards d'hectares de terres biologiquement fertiles. Si nous les divisons équitablement parmi la population mondiale, cela fait 1,8 hectare d'espace écologiquement productif par personne. Nous pouvons comparer ce chiffre avec la surface que nous utilisons vraiment. Dans le monde, la moyenne est de 2,2 hectares. C'est donc plus que ce dont nous disposons. Nous utilisons les ressources plus rapidement que nous pouvons les régénérer. C'est comme dépenser plus d'argent qu'on en gagne. Notre consommation dépasse de 20% les capacités de régénération de la nature. Les gens demandent comment c'est possible d'utiliser plus que ce que la nature peut reconstituer. Mais c'est exactement comme dépenser plus que ce qu'on a. C'est possible à court terme. Nous pouvons pomper l'eau plus rapidement que les nappes se remplissent. Nous pouvons pêcher les poissons plus rapidement que les stocks se reconstituent. Dans mon pays, la Suisse, l'habitant moyen utilise environ 5 hectares. Pour l'Américain moyen, c'est entre 9 et 9,5. Si les pays développés servaient de modèle, si tout le monde vivait comme nous, il faudrait 5 planètes pour produire les ressources nécessaires. Ce n'est pas envisageable. Si nous cherchons les facteurs humains qui expliquent les changements planétaires, nous découvrons qu'il s'agit d'une foule de gestes de notre vie quotidienne. Mais tout cela est sous-tendu par une philosophie et un mode de vie. Si je devais synthétiser tout ça, je dirais que c'est le mode de vie à l'occidental. Comme beaucoup de gens, je l'apprécie, mais il est trop gourmand. Nous consommons beaucoup trop. Nous aimons nous déplacer, voyager et manger des aliments qui viennent du bout du monde et doivent donc être importés par avion. Et ce mode de vie se propage très rapidement à d'autres régions de la planète.
l'économie indienne croît de 7 à 10% par an. Nous sommes un pays en expansion. Dans une certaine mesure, notre mentalité s'est occidentalisée. Nous adoptons un grand nombre de stratégies occidentales pour nous développer et optimiser notre capital. Nous avons un marché totalement ouvert qui peut se développer à l'infini. Comme la main-d'œuvre indienne est très bon marché et que le pays offre beaucoup d'opportunités pour réduire les coûts de production, de nombreuses multinationales et entreprises étrangères viennent s'installer en Inde. Aujourd'hui, les jeunes diplômés sont courtisés par de grandes banques américaines qui leur disent « On vous accorde un prêt, achetez-vous une voiture ». Les gens s'offrent donc des voitures qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Tout cela repose sur le principe du crédit. Et au final, vivre à crédit crée une sorte d'addiction culturelle. Un monde de rêve. J'offre aux gens l'occasion de visiter un endroit où ils ne vont que dans leurs rêves. 5, 4, 3, 2, 1, action. Bonjour, bienvenue dans Pastry. Je suis Néha Serhin. Au programme aujourd'hui, le tournage d'une publicité pour des chemises, les nouvelles du monde de la mode, des premières de films où tout le monde se presse, les potins d'Hollywood et les derniers scoops sur les stars internationales. Et puis les dernières créations de la styliste préférée de Bollywood, Anna Singh, pour un look sexy irrésistible. On la refait. La plupart des téléspectateurs indiens ne portent pas de grandes marques de luxe et n'ont pas 3 ou 4 postes de télévision chez eux ou 2 ou 3 voitures. Mais pour eux, c'est un but à atteindre. Si nous leur faisions miroiter un monde inaccessible, ce serait différent. Mais nous leur montrons que certains ont déjà tout ça. Et il ne s'agit pas de gens qui vivent en Suède, en Amérique ou en Europe. Non, ce sont des Indiens de ce pays. Et s'ils peuvent avoir tout ça, vous aussi. C'est juste une question de temps. Le monde des rêves, il est ici. Et vous pouvez transformer ces pensées en réalité. Vous ne pouvez pas vous contenter de fermer les yeux et d'espérer que vos rêves deviennent réalité. Il faut se battre. Il faut un instinct de tueur. Un instinct de tueur. Un instinct de tueur. Un instinct de tueur. Un monde de rêve.
Si nous ne changeons rien à notre fonctionnement actuel, quand nous serons 9 milliards et que la Chine et l'Inde auront adopté les mêmes modes de consommation que la Suède ou le Portugal, ce n'est pas compliqué, la planète explosera. Cela ne se limitera pas au changement climatique. Nous perdrons sans doute toutes les terres fertiles, nous polluerons l'eau, etc. Le modèle de consommation occidental étendu à 9 milliards d'habitants ferait tout simplement dérailler le système. Les pays riches ne sont pas en droit de faire la morale aux pays pauvres. Ces derniers nous riraient au nez. Regardez un peu votre consommation par habitant. Combien consommez-vous aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Suède, dans tout le monde développé? Beaucoup plus que nous. Ils sont conscients que ce serait totalement injuste de notre part de leur dire « Vous devez régler ce problème pour notre compte. Nous, on s'en lave les mains. » C'est pourtant la ligne de conduite adoptée par la plupart des pays riches qui déclarent « Le problème, ça va être la Chine et l'Inde. Pour l'instant, le vrai problème, c'est nous. » L'immense quantité de main-d'œuvre manuelle nécessaire pour cultiver et récolter le coton était fournie par de très nombreux esclaves. Toute l'économie des plantations reposait sur ce système. Des travailleurs bon marché, réduits en esclavage, pour produire une culture principale sur d'immenses parcelles appartenant aux planteurs. L'agriculture d'exportation part du principe que toute la population du Sud ne sert qu'à satisfaire les besoins des riches en produits de luxe. L'Inde devrait donc organiser toute son économie pour vous approvisionner en produits de luxe à bas prix, tout en détruisant son écosystème. Un jour, nos ressources naturelles finiront par s'épuiser. Nous allons exploiter notre planète jusqu'à ce qu'à long terme, il ne reste plus aucun moyen de subsistance. Bien sûr, c'est difficile de changer son mode de vie. Nous évoluons dans une société de consommation. Comme nous ne connaissons que ça, nous ne savons pas faire autrement. Un monde de rêve, un monde de rêve, un monde de rêve, un monde de rêve, un monde de rêve. Chaque année, un Européen consomme 50 tonnes de ressources de notre planète.
L'homme poursuit sa route vers le progrès, et de grandes avancées sont nées de ses efforts et de son génie. Un nouveau monde s'ouvre devant nous au rythme toujours plus rapide du progrès. Un monde plus grand, un monde meilleur, un monde qui ira toujours de l'avant, de l'avant, de l'avant. Nous poursuivons notre développement pour parvenir à un taux de croissance annuel net de 3 à 3,5%. Nous pourrions connaître un taux de croissance de 2,5 à 3%. La croissance mondiale de cette année sera la plus rapide depuis longtemps. La croissance mondiale reste supérieure à la tendance. La croissance économique est le principe de base autour duquel s'articule toute la société. Mais c'est la croissance de quoi exactement? On parle toujours de croissance économique. Et si vous tapez croissance inéconomique sur votre ordinateur, votre correcteur d'orthographe vous signalera une erreur. Pourtant, ce concept existe. La croissance peut être inéconomique. Elle peut coûter plus que ce qu'elle rapporte, et c'est bien ce qui définit l'ère dans laquelle nous entrons. Nous devons en prendre conscience. Une fois que vous comprenez qu'il y a d'une part la biosphère terrestre et d'autre part l'économie, vous commencez à réaliser comment l'économie se nourrit du système plus vaste qui l'entoure. Ce n'est pas difficile à comprendre. À mesure que l'économie se développe, elle utilise plus d'énergie et de matières premières. Et où les prend-elle? Dans la biosphère. Et plus nous consommons, plus nous produisons de déchets. Et où les rejetons-nous? Dans la biosphère. Résultat, surexploitation et pollution. 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 C'est alors que nous passons à une phase de croissance inéconomique, dans laquelle la croissance produit plus de négatifs que de positifs. On accumule plus de mal que de bien. Quel peut être le volume de ces ponctions de matières premières et d'énergie et celui du déversement des déchets avant que cela tourne à la catastrophe? Ce n'est pas difficile à comprendre. Je peux l'expliquer à mes petits-enfants. Nous nous contentons de mesurer les bénéfices de la croissance physique. Bien sûr, il y en a, notamment en termes de confort. Nous sommes tous pour. Être riche est mieux qu'être pauvre. Le problème, c'est que le prix à payer n'est pas mesuré dans nos comptabilités nationales. Et quand nous prenons en compte les aspects négatifs comme la pollution, le coût de la dépollution est comptabilisé dans la colonne du positif et non dans celle du négatif. Nous devrions faire deux colonnes, une pour mesurer les bénéfices de la croissance économique et une autre pour les coûts et les sacrifices de la croissance physique. Après, il faudra comparer les deux et écrire dans la marge, voilà, il est temps d'arrêter. La plus grande menace qui pèse actuellement sur les océans est ce que j'appellerais la surpêche. L'écrasante majorité des zones de pêche est surexploitée ou totalement épuisée.
La pêche épuise les réserves de poissons dans leur totalité. Par exemple, les stocks de cabillaud sont extrêmement bas. Nous pensons qu'il nous suffit d'arrêter de les pêcher pour que les stocks se reconstituent. Le problème avec cette stratégie, c'est que la nature ne fonctionne pas comme ça dans les océans. Le Canada, au large de Terre-Neuve, a mené une expérience avec le cabillaud. Les pêcheurs ont fait exactement ce que nous sommes en train de faire. Ils ont pêché tous les cabillauds jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ou presque. À tel point qu'en 1992, ils ont dit « Stop, on arrête la pêche ». Il y a eu une interdiction totale de la pêche au cabillaud, qu'elle soit sportive ou commerciale, une interdiction générale. Et aujourd'hui, au début des années 2000, ils ne sont toujours pas revenus. Et il n'y a aucun signe du retour des cabillots. Je fais ce travail depuis 12 ans. Tous les ans, on retourne pêcher dans les mêmes zones. Depuis 2 ans, on va dans le secteur norvégien. Il y a 5 ans, je remontais des quantités de poissons incroyables. Mais depuis, les stocks ont été décimés. C'est incroyable. C'est dingue, il n'y a plus rien. Ici, tout le monde vit du poisson. Tous les habitants de Freyrsburg dépendent du revenu des pêcheurs. Je m'inquiète pour mes parents. Si la pêche disparaît, ils ne sauront pas quoi faire. Pas de poisson, pas d'argent, pas de travail. Ma mère travaille dans un snack qui sert du poisson. Et si la pêche s'arrête, elle se retrouvera au chômage, et moi aussi. C'est vraiment injuste. C'est de la faute des patrons de pêche. Ils sont trop gourmands. Ils veulent toujours plus de poissons, toujours plus de rendement. Il faudrait remplir le bateau et rentrer au port. Mais non, ils donnent l'ordre de repartir en mer pour le remplir de nouveau. Ils n'en ont jamais assez. Plus de 70% des zones de pêche de la planète sont surexploitées ou épuisées. On peut considérer l'environnement comme un buffet à volonté où les gens se goinfrent sans réfléchir. Le problème est, pouvons-nous changer les habitudes de consommation des humains ? En 2050, de 10 à 20% des forêts de la planète auront disparu. Selon les Nations Unies, en 2050, au moins 2 milliards d'humains souffriront d'une pénurie d'eau. Autrefois, quand nous détruisions notre environnement, nous pouvions nous installer ailleurs. Nous allions peupler de nouvelles terres plus loin.
Mais il est essentiel de savoir que la situation a radicalement changé. Nous ne pouvons plus aller ailleurs. Il n'existe aucun nouveau territoire disponible. Tout a été colonisé. Les ressources maritimes sont presque complètement épuisées. Et pourtant, nous voulons consommer toujours plus et disposer de toujours plus de richesses. Mais nous devons nous rappeler qu'il n'y a qu'une seule planète Terre et qu'elle a ses limites. Ses limites. L'homme ne veut pas s'envisager comme une créature mortelle. Il préfère se voir comme un créateur aux capacités illimitées. Nous voyons une frontière et nous la repoussons sans cesse. Mais dans un monde sphérique comme notre planète, la frontière finit par disparaître. Résultat, aujourd'hui, l'espace est la nouvelle frontière. Nous visons l'espace pour poursuivre notre expansion. Venez. Mettons le cap sur l'avenir. Qu'allons-nous découvrir ? Vous êtes-vous déjà demandé où nous allions trouver la nourriture, les vêtements et les abris dont nous aurons besoin pour faire vivre la population mondiale en pleine expansion dans les années qui viennent, dans les distances infinies de l'espace? Peut-être. La technologie moderne nous aide déjà à pénétrer l'obscurité silencieuse de l'espace. L'homme a déjà fait ses premiers pas dans l'immensité de l'inconnu. Et nous ne pouvons qu'imaginer les ressources qui seront bientôt rapportées sur Terre par ces pionniers. J'annonce aujourd'hui un nouveau projet d'exploration spatiale et d'extension de la présence humaine dans notre système solaire. Dès 2015, nous nous lancerons dans des missions habitées sur la Lune, avec pour ambition de vivre et de travailler sur place lors de séjours de plus en plus longs. Je sais que l'idée de vivre ailleurs que sur Terre fait rêver les gens. Des livres très sérieux évoquent une agriculture sur la Lune. On pourrait installer des usines là-bas et rapatrier sa production sur notre planète. Sur la Lune ou sur Mars, nous pourrions découvrir des ressources qui dépassent nos fantasmes les plus fous. Ce sera un test pour notre capacité à rêver. Nous aimons rêver et penser qu'il existe une solution miracle. Une solution qui nous emmènera loin de tous les problèmes de cette vieille planète. Grâce à l'expérience et au savoir acquis sur la Lune, nous serons capables de passer à la phase suivante de l'exploration spatiale, des missions humaines sur Mars et au-delà. Il est irréaliste de croire que transplanter les gens sur une autre planète serait une solution efficace aux problèmes de nos besoins croissants. Je peux vous assurer qu'il serait plus simple de vivre au fond des océans que sur la planète Mars. Venez et voyagez dans le futur. Nous ignorons jusqu'où ce voyage nous emmènera. Mais nous savons une chose, les êtres humains mettent le cap sur le cosmos. Entretenir ces notions fantaisistes
nous empêche de prendre soin de notre planète. « 20% de la population mondiale vit avec moins d'1 euro par jour. Certains affirment que la question n'est pas la pression démographique, mais notre capacité à nourrir les gens. Ils pensent que le monde développé est capable de fournir suffisamment de nourriture pour 9 milliards de gens. C'est une théorie intéressante, mais je n'ai jamais rencontré personne en Occident qui soit prêt à nourrir 9 milliards d'habitants, dont les 7 milliards du tiers-monde. En fait, les gens qui vivent dans les pays les plus pauvres sont environ 2,2 milliards, soit un tiers de la population mondiale. Leur consommation des ressources par habitant a baissé d'à peu près 11%. Dans le même temps, dans les pays les plus riches, avec 1 milliard d'habitants, ce chiffre a augmenté de 8%. Kibera, près de Nairobi, au Kenya, est l'un des bidonvilles africains à l'expansion la plus rapide. En 1998, j'ai vu pour la première fois un endroit propre et agréable, où l'air était pur et où il y avait assez de place pour que les enfants puissent jouer. Ça m'a beaucoup plu et j'ai eu envie de m'installer là-bas. Mais je n'ai pas eu cette chance parce que je n'ai rien du tout. Pas d'argent, rien. Je peux dire que je suis pauvre. Il n'y a aucun système d'égout, aucune collecte des déchets, aucun réseau sanitaire avec l'eau courante. Quoi que vous fassiez, vous devez vous débrouiller pour vous débarrasser de vos ordures. On appelle ça les toilettes volantes. On jette tout par-dessus le toit. Comme on manque d'espace, on n'a pas le choix. Si je voulais avoir une pièce de plus, je devrais déménager. Certains habitants d'ici sont propriétaires de leur petite maison. Je ne peux pas décider de partir parce qu'une conduite d'égout a explosé. Je dois rester ici. Je vis seul. Je me débrouille pour survivre. Je ne compte que sur moi-même pour trouver à manger, un endroit pour dormir ou des vêtements. Je travaille dur pour avoir tout ça. Ce soir, on est venu du bidonville de Kibera pour vous apporter du bon reggae. Alors Nairobi, si vous êtes prêts, faites du bruit! La plupart des bidonvilles sont considérés comme des solutions transitoires, sauf que le provisoire dure 20 ans. Les gens se disent toujours « Demain tout va changer dans ma vie, j'aurai un meilleur boulot ».
Le côté positif de la vie dans les bidonvilles, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. De l'extérieur, on pourrait croire qu'ils sont désespérés, mais il n'en est rien. Même s'ils sont là depuis 10 ans, ils vous disent « un jour, ça changera ». Ils y pensent en permanence, ils ne perdent jamais espoir. C'est ça qui leur donne la force de poursuivre ce cercle vicieux. Il y aura toujours de l'espoir, une lumière au bout du tunnel. Prions pour qu'un jour les choses aillent mieux. Ce qui se passe à Kibera finira par avoir un impact sur d'autres gens, quelque part ailleurs, parce que le monde est un tout et que tout est lié. Nous vivons tous sur la même planète. Nous n'avons pas d'autre choix. Et nous avons tous les mêmes besoins de base et les mêmes exigences envers la planète. Alors, à moins de nous serrer les coudes pour que ces besoins soient satisfaits, sans que personne en ait trop ou pas assez, nous n'avons aucune chance d'avoir un mode de vie acceptable à l'avenir. Ça veut dire quoi, développement? Pour la plupart des gens, cela signifie des buildings de plus en plus hauts. Avoir plus d'argent dans la poche. Plus de voitures. Une vie à l'occidentale. C'est ça le développement? C'est comme ça qu'on nous le présente. Aujourd'hui, tout change très vite. L'année dernière, ces gratte-ciel n'étaient pas là. Chaque jour, l'architecture de la ville et le profil urbain sont différents. C'est comme si on courait, mais sans savoir dans quelle direction. L'île de Pâques. Un jour, quelqu'un a abattu le dernier arbre de l'île. Mais qu'ont pensé les habitants à ce moment-là? On peut imaginer que le responsable a dû se rendre compte de la stupidité profonde de son geste. C'était la base de leur survie, le dernier arbre, alors qu'ils avaient besoin de bois pour les pirogues. Avec mes étudiants de l'Université de Californie, nous avons réfléchi à ce que cette personne a pu dire. C'était peut-être « L'important, c'est les emplois, pas les arbres. Vous voulez que les bûcherons se retrouvent au chômage ?» Ou alors « Aucune raison de s'inquiéter. La technologie résoudra nos problèmes en découvrant un substitut pour le bois. » Si cet homme avait été américain, il aurait dit « C'est une propriété privée, je fais ce que je veux. Que le gouvernement fédéral me fiche la paix. » Autrefois, j'étais ce qu'on appelle un économiste de la croissance. Je croyais à la croissance illimitée. Pour moi, c'était l'idéal. Aujourd'hui, des arguments, des preuves et des observations m'ont fait changer d'avis. Suis-je un cas unique? Suis-je la seule personne au monde qui peut changer d'avis face à des preuves? D'autres gens ne peuvent-ils pas être convaincus? Chaque jour, je rencontre 5 ou 6 personnes plus intelligentes que moi. Je crois donc que si je peux être convaincu par des preuves et des arguments, elles peuvent l'être aussi.
Je l'admets, parfois, les choses avancent très lentement, mais je ne suis pas un cas exceptionnel. Si en voyant la réalité, je peux changer d'avis, je suppose que d'autres gens peuvent en faire autant. Dernier scoop, potin croustillant, polémique, plateau de tournage, nouveau disque, défilé de mode, tendance du monde de la nuit. C'était Pêche Touée avec Néa Sérine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.